bonjour à toutes et à tous et bonne année à toutes et à tous. On se retrouve finalement dans une situation assez similaire à celle de l'an dernier sur la question du budget, en tout cas pour le budget de l'État, puisque contrairement à l'an dernier, le budget de la sécurité sociale a été adopté par l'Assemblée, dans le sens où le 31 décembre, nous n'avions toujours pas de budget. Le gouvernement, pour éviter d'être battu sur le budget, si vous vous rappelez, a finalement jeté l'éponge, arrêté les débats et proposé une loi spéciale. On se retrouve sur la même situation et je voudrais dire quelque chose parce que c'est la petite musique que le gouvernement distille depuis maintenant des mois, des semaines, mais encore plus ces jours-ci, et que je trouve un peu trop reprise, si je peux me permettre, dans les médias, même si j'ai tout un respect pour votre indépendance, mais ce n'est pas le Parlement qui bloque le débat budgétaire, pas plus que la question serait de demander aux deux assemblées de s'entendre sur le budget. Ce qui bloque le débat budgétaire, c'est qu'on a un gouvernement minoritaire qui tente d'imposer, comme l'an dernier, un budget minoritaire, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée, et qui tente de le faire coûte que coûte. Donc voilà, la situation est exactement la même. Elle découle, je ne vais pas revenir là-dessus, de la négation du suffrage universel d'Emmanuel Macron en juillet 2024 et ensuite du maintien de gouvernements minoritaires qui tentent en gros d'imposer des budgets macronistes comme si de rien n'était. Voilà. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation. Et le gouvernement, à l'aune de cette rentrée parlementaire, donc où le budget va revenir à partir de cette semaine, le 8 et le 9 dans ma commission, puis la semaine prochaine en séance, finalement a utilisé les mêmes stratagèmes. Premier stratagème, il faut absolument un budget pour la France parce que sinon, alors ce n'est pas les cartes vitales cette fois-ci qui seront fonctionnées, mais c'est pas de MaPrimeRénov', pas de munitions pour l'armée, etc. Bon. Et donc, en se servant de la loi spéciale, sur laquelle je voudrais revenir une fois de plus, pour faire pression sur l'Assemblée. Déjà dire une première chose, c'est que sur la loi spéciale, telle que le gouvernement l'applique, c'est-à-dire avec seulement 26% des crédits qui peuvent être libérés, cette vision, cette version, cette interprétation de la loi spéciale ne s'appuie sur aucune jurisprudence, tout simplement parce que la loi spéciale n'a été utilisée qu'une fois, enfin maintenant deux avec cette année, depuis que la loi organique existe, l'an dernier et cette année. Bon. Donc il n'y a pas de jurisprudence qui établit ce qu'on entend par exemple, les crédits indispensables pour le fonctionnement, la continuité de l'État. C'est le gouvernement qui décide de reprendre certains des crédits votés en 2025 et de s'en satisfaire, en gros pour payer les fonctionnaires, mais par exemple de considérer que ce n'est pas indispensable de pouvoir continuer à alimenter MaPrimeRénov', les munitions pour l'armée, le service civique, etc. Donc, cette manière de faire est une manière évidemment très léonine, j'allais dire, d'imposer à l'Assemblée le fait qu'il très vite, il faut un budget. Je le répète, la loi spéciale, c'est un budget de secours certes, temporaire, ça les textes le disent, mais si le gouvernement l'appliquait de manière à peu près normale, c'est-à-dire pour assurer la continuité de l'État, on ne serait pas dans la situation d'avoir quelques semaines de délai, mais plutôt quelques mois pour arriver à trouver une solution et l'État pourrait fonctionner. Je rappelle que l'Espagne, ça fait 3 ans qu'il fonctionne sur une loi spéciale et sans budget, et je n'ai pas l'impression qu'il s'en porte plus mal. Alors, je ne dis pas qu'il faut se contenter de la loi spéciale, mais telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, on voit bien que c'est davantage un moyen de pression sur l'Assemblée que de continuité dans l'État. Et de ce point de vue-là, par rapport à ce que je dis, les textes sont très clairs aussi. Et là aussi, ce serait bien, des fois, j'ai entendu Madame de Montchalin, notamment sur certaines télés, radios, pendant les fêtes, pouvoir comme ça dérouler sa logique, comme quoi ce n'était pas un budget, que les médias s'intéressent aussi un peu plus à notamment ce que, par exemple, nous produisons pour au moins contrer ces évidences qui n'en sont pas. Ça, c'est sur la question de la loi spéciale. Deuxièmement, le gouvernement met des priorités, ça c'est M. Lecornu, pour, a priori, négocier ce qu'ils appellent un compromis pour le budget. Donc je reprends les priorités que M. Lecornu a posées dans la semaine qui a suivi Noël, et je m'en étonne, parce que les priorités en question sont 5 thématiques sur lesquelles les baisses budgétaires sont parmi les plus importantes depuis 2 ans. Et je ne vois donc pas très bien, si ce n'est peut-être quelques exonérations supplémentaires d'impôts ou certaines aides spécifiques à des secteurs, comment il va contrebalancer et trouver un compromis vu les baisses de budget. L'agriculture, par exemple, puisqu'il l'a cité, c'est moins 6% en 2026, baisse cumulée de 18,3% en 2 ans. L'investissement dans la recherche université, c'est l'an dernier moins 1,5 milliard d'euros. Cette année, ça augmente légèrement, mais pour la recherche militaire. Mais par exemple, l'université prend encore une baisse considérable qui sera de 6% en 2 ans. Et quand vous voyez l'état des facultés, par exemple, dans le pays, on voit ce que ça signifie. Les collectivités essentielles pour la transition écologique, dit le ministre
là aussi, on a l'an dernier 5,5 milliards de coupes sur les collectivités. André Léniel explique que cette année, les coupes équivalent à 7,6 milliards. Et le fonds vert, vous le savez, puisque le gouvernement a cité le fonds vert, c'est une baisse de 75% en 2 ans de ce fonds vert qui est absolument indispensable pour l'investissement en matière écologique pour les collectivités. Et enfin, l'offre de logement. Alors là, j'allais dire que c'est carrément de l'humour noir, puisque je rappelle que seulement une demande de logement social sur 10 est satisfaite aujourd'hui dans le pays, que le budget alloué aux politiques du logement baisserait encore plus en 2026 si on appliquait le budget initial qu'en 2025, où il y avait déjà 4,9%. Et quant à MaPrimeRénov', on sait qu'elle a carrément été suspendue, y compris par la loi spéciale et l'été dernier. Bon, donc je ne vois pas très bien comment, sur ces bases, le gouvernement entend trouver un compromis. Manifestement, de ce que je lis, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de contacts, je dois dire, avec le gouvernement, c'est différent de ce qui se passait les années précédentes, où au moins par courtoisie, j'étais informé de ce qu'il souhaitait faire. Mais de ce que je lis, la manière de trouver un compromis me paraît quand même très compliquée. Bon. Très compliqué, pourquoi? Parce que d'un côté, je vois que le rapporteur général estime contrebalancer 6,2 milliards de dépenses de crédit, de déficit supplémentaire dans le budget pour pallier à ce qui a été mis dans le PLFSS, notamment le fait de compenser toutes les exonérations plus le gel des retraites, c'est 6,6 milliards sur le budget de l'État, donc qui évidemment alourdissent la facture. Et de ce que je vois, le rapporteur général travaillant avec le gouvernement, lui, son option pour cela, c'est de baisser les budgets de tous les ministères, quasiment, sauf les ministères régaliens, encore plus que les budgets ont été baissés dans la version initiale. Je ne sais pas si vous me suivez, c'était moins 10 milliards dans la version initiale. Manifestement, les 6,2 milliards qui ont alourdissent le déficit du budget seraient pris, pour le rapporteur général, sur des dépenses encore supplémentaires, de baisse de dépenses supplémentaires pour ces ministères. Bon, il le propose dans un travail. Bon, je vois manifestement ce que continuent à mettre les oppositions. Bon, nous, c'est clair que ce budget, de toute façon, nous récusons. Je me dépêche, mais je donne juste 2-3 informations qui me semblaient. Nous récusons sa logique. Mais de ce que je vois, de ce que mettent certaines oppositions pour éventuellement s'abstenir sur le budget, on est quand même très loin du compte entre ce qui est proposé, c'est-à-dire encore un peu plus de baisse de dépenses, et puis certaines qui estiment au contraire qu'il faudrait, je pense notamment au Parti socialiste, qui pour l'instant met sur la table 10 milliards de baisse de dépenses en moins. On voit qu'on est dans un écart très important. Donc, ce qui circule, c'est assez clair, c'est la logique d'un 49.3 qui revient. J'ai vu qu'un représentant socialiste, Jérôme Guedj, avait réouvert la porte ce matin, qui permettrait évidemment, comme avec François Bayrou l'an dernier, cette fois-ci, d'accepter une non-censure quelque part avec des mesures un peu moins importantes que ce dont vous avez besoin, par exemple, pour vous abstenir sur un budget et a fortiori pour voter le budget. Donc j'ai l'impression que c'est quand même vers ça qu'on se dirige. Je dois dire évidemment que 49.3, où j'ai même réentendu parler d'ordonnance, bon, ce qui continue à m'étonner, parce que là, ça serait inévitablement le texte initial. Il me semble que le gouvernement sauterait dans ces cas-là inévitablement. Mais en cas de 49.3, le groupe France Insoumise, évidemment, déposera immédiatement une motion de censure. Merci. Merci beaucoup. Je termine juste en vous disant que la pétition loi Duplon, qui devait avoir lieu cette semaine, suite à la pétition signée par plus de 2 millions de nos concitoyens, devait avoir lieu le 7 janvier, aura finalement lieu le 11 février à 15h. Et je vous laisse poser vos questions. Bonjour Stéphanie Despierres pour LCP. Monsieur Coquerel, vous parliez d'ordonnance. Vous disiez « j'en entends parler ». Est-ce que vous pouvez nous dire par qui vous en entendez parler et en quels termes? Toutes les questions. Je vais répondre, puis je vais juste ajouter un petit élément, parce que tout à l'heure j'étais un peu minuté, mais qui était un petit peu important. Sur la question des ordonnances, pour tout vous dire, c'est une discussion avec le rapporteur général du budget qui évoquait que cette piste pouvait être encore sur la table. Moi, j'ai un gros doute, parce que pour une bonne raison, c'est que qui dit ordonnance, d'après la note du secrétariat général du gouvernement, dit texte initial. Bon, et qui dit texte initial dit qu'il n'y a même pas de possibilité de mettre quelques miettes de compromis possibles, type l'an dernier, conclave et les 4000 postes supprimés, pour faire en sorte qu'une opposition, en l'occurrence je parle du Parti socialiste, ne vote pas la motion de censure. Et dans ces cas-là, je pense que s'il y a ordonnance, il y a censure du gouvernement. Voilà. Et je crois comprendre que ce gouvernement ne veut pas être censuré, donc j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Mais évidemment, je vous le dis aussi, si jamais il y avait ordonnance, plutôt 2 fois qu'une, nous déposerions évidemment une motion de censure. Juste, je voudrais rajouter une petite chose, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais
j'ai cru voir dans la presse que le Premier ministre m'avait mis en garde sur des questions de dérogation par rapport à la règle de l'entonnoir. Alors, je vous rassure, je n'ai pas été mis en garde. D'ailleurs, je pense que l'exécutif ferait bien de ne surtout pas mettre en garde le législatif sur la recevabilité des amendements. Je n'ai pas été mis en garde. Par contre, effectivement, nous allons appliquer une règle du Conseil constitutionnel appliquée depuis 2011 au sujet du PLFSS, qui a été réappliquée l'an dernier au niveau de la CMP sur le budget de l'État, et qui veut que quand vous avez des modifications budgétaires qui changent l'équilibre financier, en l'occurrence, jusqu'à maintenant, c'était plutôt des problématiques macroéconomiques au niveau de moindre croissance. Là, cette fois-ci, c'est les 6,5 milliards qui ont été imputés sur le budget de l'État en plus par rapport au budget initial. À partir de là, pour l'équilibre financier, le Conseil constitutionnel a estimé effectivement que des mesures nouvelles pouvaient être mises sur la table à partir du moment où c'est des mesures nouvelles fiscales, j'allais dire brutes, c'est-à-dire qui ne font qu'augmenter les recettes et ne transforment pas les impôts. Donc, je vais appliquer cette, on va dire entre guillemets, jurisprudence, qu'elle a été appliquée 2 fois, approuvée par le Conseil constitutionnel pour valider certains amendements qui dérogeront effectivement à la stricte règle de l'entonnoir pour permettre d'éponger ces 6,6 milliards d'euros si toutefois les commissaires aux finances veulent en déposer. Voilà ce que je voulais dire. Très simplement, jusqu'à 6,6 milliards, on peut par exemple adopter un amendement qui augmenterait par exemple davantage la contribution sur les hauts revenus, par exemple, ou qui déciderait de taxer davantage les patrimoines, etc. C'est-à-dire qu'il y a des mesures nouvelles par rapport à celles qui existent aujourd'hui dans le texte tel qu'il est sorti du Sénat ou initial qui peuvent être faites. Voilà.